Voilà. Bon, allez, c'est parti. On attaque le chapitre suivant aujourd'hui. Le chapitre suivant, ça intitule Méthode des déplacements. Donc là, on trace un trait relativement épais entre ce qu'on vient de voir jusqu'ici, essentiellement la méthode des forces. C'est cette première méthode-là qui nous a permis d'analyser des structures et toutes les méthodes qui vont suivre. La méthode des forces, c'est une méthode qui se base sur une équation de compatibilité, une ou plusieurs équations de compatibilité. La méthode des déplacements et toutes les méthodes qui vont suivre. Donc la méthode des rotations qu'on entamera dans 2 semaines et puis la méthode de cross dans 4 semaines. Ce sont des méthodes cinématiques qui vont se baser sur de l'équilibre de nœuds et pas sur des équations de compatibilité. D'accord? Donc dans la méthode des forces, on écrit des équations de compatibilité et dans la méthode des déplacements, on écrit des équations d'équilibre. Généralement au nœud, c'est comme ça qu'on l'utilise, parce qu'on va systématiser la méthode et puis c'est avec ces équilibres au nœud qu'on va pouvoir donc traduire ou résoudre en tout cas la structure. Ok, alors donc les objectifs du développement de cette méthode, c'est de pouvoir écrire l'équilibre d'une structure, comme je viens de le lire, par ses nœuds, de différencier la détermination statique et cinématique. Statique, c'est le degré d'hyperstaticité, c'est la détermination statique. L'indétermination cinématique, c'est le degré d'indétermination cinématique, qui n'a pas d'autre nom que celui-là. Vous allez voir que c'est le nombre de degrés de liberté à fixer pour pouvoir connaître l'entièreté du comportement de la structure. Ok, donc ça c'est vraiment le concept qui est le nouveau concept ici et qui concerne l'indétermination cinématique. Je vais vous débrancher juste une seconde. Bon, c'est reparti. Bon alors, on va se baser essentiellement sur le théorème des déplacements virtuels. Vous le connaissez, mais je le rappelle ici. Le théorème des déplacements virtuels, c'est la version cinématique des théorèmes qui sont les théorèmes importants. Et vous vous souvenez d'où il vient, ce théorème? Ou d'abord ce qu'il dit. Le théorème des travaux virtuels, il nous dit que delta W est égal à delta U. Donc grosso modo, quand on est dans une configuration d'équilibre de la structure, on a le droit de la perturber légèrement. Pensez simplement à la bille dans le fond de la cuvette. On a le droit de la perturber légèrement. Et le travail des forces extérieures dans ce travail-là, dans ce déplacement-là, doit être égal au travail des forces intérieures. Delta W est égal à delta U. D'accord? Donc dans cette équation-là, on retrouve quoi? On retrouve les forces qui sont réellement appliquées sur la structure, donc effort, force par unité de longueur et moment concentré sur la structure, et eux, ils travaillent. Donc tout ce qu'on voit au membre de gauche ici, c'est le delta W. Eux, ils travaillent pendant le déplacement infinitésimal qu'on impose. Et delta delta, c'est le déplacement du point d'application de la force. Delta delta, le déplacement des points d'application des charges uniformément réparties. Et delta phi, la rotation des points où sont appliqués les moments concentrés. Et ça, c'est égal à quoi? Au travail des forces intérieures. On y retrouve le moment fois la courbure, l'effort axial fois l'élongation, et l'effort tranchant fois le glissement. Okay, donc on a les 3 contributions à l'énergie de déformation interne. Ok, ce théorème il est excessivement important. Vous allez voir qu'il va nous permettre de traduire l'équilibre d'un corps. Pourquoi est-ce qu'il permet de traduire l'équilibre d'un corps? Je crois qu'on le sait déjà un petit peu quand on avait appliqué le théorème des déplacements virtuels au premier cours en essayant par exemple de calculer des réactions. Vous vous souvenez de ce qu'on faisait? On choisissait un déplacement virtuel, on donnait une valeur de delta, et puis on disait que la valeur de delta elle est arbitraire. On essaie de faire apparaître le même terme aux membres de gauche et aux membres de droite, donc il y avait chaque fois un coefficient qui venait là-devant. Et puis, on simplifiait tout à gauche et à droite par un delta. Okay, et grosso modo, toutes les quantités virtuelles qui apparaissaient dans l'équation, elles disparaissaient. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître quand on enlève tous ces deltas-là? Ou quand on divise, si vous voulez, un travail par un déplacement, on obtient un effort. Et on obtient un effort extérieur égal à un effort intérieur. Okay, et donc, dans ce cas-là, on utilise le théorème des déplacements virtuels pour exprimer l'équilibre du corps. Son domaine d'application est vraiment très très large. Vous verrez qu'on l'utilisera plus tard pour l'écriture des bases du calcul plastique des structures. Il y a un petit nota bene. La version qu'on vous donne, elle n'est valable que pour un matériau élastique linéaire. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'elle n'est valable que pour un matériau élastique linéaire? C'est les ondes. Ouais, je clique.
Non. Non, pas pour ça. Oui, il pourrait y avoir de la dissipation d'énergie, mais la dissipation d'énergie, elle pourrait très bien être linéaire. Donc on pourrait avoir un terme, ce qu'on appelle de viscosité. On verra ça un petit peu plus tard, mais qui reste un terme de viscosité linéaire. C'est autre chose. Oui. Voilà, exactement. On écrit m est égal à EI fois la courbure. Et à partir du moment où on dit que m est EI fois la courbure, ça veut dire qu'ils sont proportionnels. C'est comme si on avait écrit sigma est égal à E fois epsilon, si vous voulez. On a un effort ou bien un moment relié à une grandeur cinématique. Moment en fonction de courbure, c'est comme sigma en fonction d'epsilon. Et donc, à partir du moment où on a considéré que m est linéaire en fonction de qui, c'est tout à fait similaire à avoir écrit sigma est égal à E fois epsilon. D'accord? Et donc, si on voulait aller voir plus loin, ben, il faudrait faire autre chose. On verra ça à notre tout dernier cours. Alors, si on a envie d'écrire de manière exhaustive l'équilibre de la structure grâce au théorème de déplacement virtuel, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire le théorème n fois, avec n déplacements qui sont bien choisis. Ça, je l'avais introduit aussi au tout premier cours. On a le droit de l'écrire une fois, on va obtenir une équation d'équilibre. Si on l'utilise une deuxième fois avec un champ virtuel qui n'est pas parallèle, qui n'est pas affin, si vous voulez, au premier, on va obtenir une deuxième équation d'équilibre. Et puis chaque fois qu'on va choisir un troisième ou un n plus unième champ virtuel qui ne s'exprime pas comme une combinaison linéaire de tous les déplacements qu'on a choisis avant, eh bien on ajoute une nouvelle équation qui est une nouvelle équation d'équilibre. Et si on a un système avec n équations d'équilibre, en considérant n versions différentes de ce déplacement virtuel, du champ virtuel, on va écrire les n équations d'équilibre du système. Ok, je vais donner des exemples pour des structures un peu plus tard. Celui que j'avais donné pour simplement la balle dans le fond de la cuvette, c'est celui qui est représenté pour le moment sur les dias, où on avait dit quoi? On avait dit simplement qu'on voulait dériver l'énergie potentielle totale à la fois par rapport à x et par rapport à y, et pour obtenir ces deux versions, ces deux équations qui vont nous permettre de calculer les deux coordonnées x0, y0 du point d'équilibre, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer le théorème des déplacements virtuels en disant qu'autour de ce point d'équilibre de coordonnées x0, y0, on va le perturber une fois dans la direction x, on écrit delta w égale delta u, et puis on va le perturber une fois dans la direction y, on va écrire delta w égale delta u, et ça nous donne deux équations dont les deux inconnues sont x0 et y0, qu'on avait supposé connus, mais que maintenant on va pouvoir déterminer. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je vais reprendre quelques petits exemples, maintenant qui ressemblent un peu plus à des structures. Okay, il est temps d'analyser des structures qui sont composées de barres. Et je vais vous montrer qu'une série de quelques exemples ici, les principes généraux de la méthode des déplacements, qui sont en réalité aussi les principes généraux de la méthode des éléments finis. Vous n'en avez apparemment pas encore entendu parler des éléments finis, mais ça ne saurait tarder bientôt. Donc je le présente ici d'une manière qui est un petit peu différente et peut-être un petit peu plus pratique ou orientée pratique que la théorie des éléments finis, qui elle est tout à fait généraliste. Ok, donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est regarder une structure que j'appelle discrète et qui contient 2 degrés de liberté. Ce que j'aurais eu envie de faire, c'est de dire, je prends une barre dont la raideur est connue, vaut EA sur L, ou bien un ressort ici dont la raideur vaut K. Okay, n'oubliez jamais que quand vous avez un ressort de raideur K, c'est comme une barre de raideur EA sur L. Je mets un premier degré de liberté ici, et ensuite j'ajoute un deuxième degré de liberté avec une sollicitation à l'extrémité inférieure. Alors, je voudrais écrire l'équilibre de cette structure-là. Comment est-ce que je vais pouvoir écrire l'équilibre de cette structure-là? La première chose que je pourrais faire, d'abord elle est isostatique la structure, première question qu'on peut se poser. On ne va plus discuter l'isostaticité parce que ce n'est pas vraiment ça qu'on voudrait faire. On va discuter plutôt le degré d'indétermination cinématique plutôt que statique. Et donc bon, on est bien d'accord qu'elle est isostatique. Si elle est isostatique, vous avez la possibilité de calculer les efforts partout dans la structure. Si vous savez calculer les efforts partout dans la structure, ben, en fait vous pouvez calculer aussi les déplacements, les élongations des barres, etc. etc. Ok, donc ça, a priori, on saurait le faire. J'ai pris volontairement un exemple très simple dès le départ, pour lequel on connaît la solution, pour vous montrer les principes de la méthode des déplacements. Alors, la méthode des déplacements, donc, elle nous dirait quoi? D'abord, on va essayer de connaître les valeurs de m, n et t à l'intérieur de la vraie structure, sous l'effet des charges extérieures appliquées. D'accord? Donc, vu qu'on a une barre ici qui est simplement tendue, on laisse tomber le terme en moment, on laisse tomber le terme en effort tranchant, et il nous reste uniquement le terme en effort axial. Ok, donc on a besoin de connaître, pour cette barre-là, on a besoin de connaître la distribution d'effort axial.
Alors si je note U1, le déplacement de l'étage du dessus, et U2, le déplacement de l'étage du dessous, est-ce que vous êtes capable de calculer les efforts à l'intérieur de la structure? Comment est-ce qu'on ferait bien pour les calculer? On va commencer par l'effort dans la partie supérieure. La partie qui se trouve là-bas. Si je vous dis que cet étage-là descend d'une quantité U1, quel est l'effort dans le ressort? Ou quel est l'effort dans les deux ressorts? Ok, je veux l'effort complet dans l'étage. Florence. Marine. C'est pas. Et si on a un ressort et l'extrémité supérieure elle est fixée, vous connaissez la raideur du ressort? C'est quoi les unités de la raideur? Les newtons par mètre. Ok, la raideur d'un ressort c'est en newton par mètre. Si je descends l'extrémité inférieure d'une quantité U, U1 ici, je l'allonge. Donc l'effort nécessaire pour l'allonger de la quantité U1, c'est K fois U. Ok, donc c'est la raideur en newton par mètre multiplié par le déplacement. Des newtons par mètre fois des mètres, ça me donne des newtons. C'est l'effort nécessaire pour allonger le ressort. Donc l'effort à l'intérieur du ressort sera égal à K fois U. En l'occurrence ici, K fois U1. On est bien d'accord? Quel sera l'effort à l'intérieur du deuxième ressort? François? Non, c'était un piège. Est-ce que l'allongement du deuxième ressort, c'est U2? Non, parce qu'il y a U1 qui bouge aussi. Ok, donc quel est l'allongement du deuxième ressort alors, Audrey? Voilà, c'est U2 moins U1. Ok, donc l'effort qu'il va y avoir dans la partie inférieure, c'est K fois U2 moins U1. On est d'accord? Puisque l'allongement du ressort, c'est U2 moins U1. Ok, alors, je suis ennuyé parce qu'en fait, je me rends compte que... Ok, donc si je trace ici le diagramme d'effort, qu'est-ce qu'on a pour le diagramme d'effort? On va avoir ici un effort qui vaut K U1 et là-bas, il est peut-être plus grand, il est peut-être plus petit, je n'en sais rien, a priori il doit être plus petit, mais je vais mettre K U2 moins U1. Ok, donc ça c'est la valeur de l'effort axial et la valeur de l'effort axial, sous l'effet des charges extérieures. Bah non, maintenant c'est parce que je vous ai demandé de le calculer en fonction de U1 et de U2, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on ne pourrait pas les calculer aussi en fonction des forces qui sont appliquées? Par exemple, quel est l'effort dans la partie, supérieure de la barre, ok? Ou quelle est la réaction d'appui tout en haut? Si maintenant je la regarde d'autrement la barre et que je dis que là il y a un effort F1, elle est isostatique, là il y a un effort F2, quelle est la valeur de la réaction tout en haut? F1 plus F2. On est d'accord? Donc là il y a un effort qui vaut F1 plus F2. Et dans la deuxième partie, la partie inférieure, quel est l'effort? F2 tout seul. On est d'accord? C'est isostatique, c'est facile. Mais ça, a priori, je ne peux pas le savoir. Je le sais parce que c'est isostatique et que je peux faire l'analyse de la structure. Ok? C'est pas ce que je voudrais faire. Mais je voudrais simplement introduire le fait que si je compare ces valeurs-là, ben je me rends compte effectivement que F2, c'est bien égal à K fois U2 moins U1. Et F1, l'effort qui est là-bas, on a F1 plus F2. Ok? Et F1 plus F2, on vient l'écrire, c'est K fois U1. Donc F1 tout seul, et c'est K fois U1 moins F2. Donc F1, ça va être K fois U1 moins F2, et donc ça correspond à ce qu'on voit apparaître ici. D'accord? Ça, c'est juste une vérification, mais a priori, je n'ai pas envie d'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, pour commencer, que je n'étais pas capable d'analyser la structure, parce qu'éventuellement, elle peut être hyperstatique. D'accord? Donc je vais faire autre chose. Je vais simplement appliquer le principe de déplacement virtuel, comme on vient de le voir. Et le principe, il me dit quoi? Il me dit, ben, choisis un champ virtuel qui est cinématiquement admissible. Cinématiquement admissible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être continu sur l'entièreté de la structure. Bon, ici, on a une structure discrète, donc on n'a pas de problème de continuité. Ça, on va le discuter juste après. Il doit satisfaire les conditions limites. Donc, je vais choisir un premier
un premier champ de déplacement virtuel qui est celui-là. Et je vais dire que pour ce champ de déplacement virtuel, je vais imposer une valeur de delta delta, qui est celle-là, uniquement sur le premier degré de liberté. D'accord? Donc uniquement sur le premier. Alors si je fais ça, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire que delta W est égal au travail virtuel de la force, ou des forces, dans ce champ virtuel. Dans ce champ virtuel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une force F1 qui est appliquée en ce nœud-là, qui se déplace de delta delta, et une force F2 qui se déplace de 0. Donc le travail virtuel, dans ce premier champ-là, c'est F1 fois delta delta. D'accord? Et ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à delta U. Donc je vais calculer delta U en remontant dans le théorème des déplacements virtuels. Le delta U, comment est-ce que je le calcule? Quand il n'y a que de l'effort axial, ben c'est n fois epsilon ds. Ou bien pour une barre, une fois qu'on a intégré, c'est n, l'effort dans la barre, multiplié par son élongation. D'accord? Donc delta U est égal à l'effort dans la barre, n, je vais l'écrire ici, delta U est égal à n fois delta delta. Avec n positif en traction et delta delta positif en élongation. Okay? Je respecte la même consigne pour les deux. Et donc ça va me dire quoi? Ça va me dire pour la première barre, qu'est-ce qu'elle fait la première? Vous voyez, elle s'allonge de delta delta. D'accord? Donc le delta pour celle-là, je vais l'écrire ici, c'est plus delta delta. Et puis pour la deuxième, je vais l'écrire ici, c'est moins delta delta. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je dois écrire K1 U1, ça c'est l'effort dans la première barre, positif en traction, c'est comme ça qu'on l'avait calculé, multiplié par delta delta. Et l'effort de la deuxième barre, K fois U2 moins U1 moins U2, U2 moins U1, c'est comme ça qu'on l'avait calculé, positif en traction, mais multiplié par moins delta delta, parce que cette barre se raccourcit, elle se raccourcit de delta delta. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'on fait? On simplifie par les delta delta et on obtient une équation. On dit que c'est une équation d'équilibre. Aux membres de gauche et aux membres de droite, on a des unités qui sont des newtons. C'est une équation d'équilibre qui nous donne en fait ce qu'on va appeler l'équation d'équilibre au nœud 1. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'équation d'équilibre au nœud 1? Parce qu'on a choisi comme champ de déplacement virtuel un champ de déplacement virtuel qui vaut 1 en ce nœud-là et qui vaut 0 partout ailleurs. Okay? C'est la raison pour laquelle on obtient une première équation d'équilibre. On fait le même exercice en disant maintenant que on va à la place imposer un déplacement unitaire uniquement au deuxième degré de liberté, enfin un déplacement imposé delta delta, il n'est pas unitaire encore à ce stade-ci, un déplacement imposé delta delta uniquement là-bas et un déplacement nul ici. Donc quelle est l'élongation de la première barre? 0. Puisque sa longueur reste identique, elle n'a pas changé, elle. Par contre, quelle est l'élongation de la deuxième barre? Plus delta delta. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire que delta U est égal à delta W. Donc, K fois U2 moins U1, ça c'est l'effort dans la deuxième barre, multiplié par son élongation, est égal à delta W, c'est-à-dire F2 fois delta delta. On simplifie par les deltas, et on obtient l'équation d'équilibre qui se trouve juste là-bas. D'accord? Et on dit qu'on a écrit l'équation d'équilibre pour le nœud numéro 2. Pourquoi? Je me répète, parce que le champ virtuel qu'on a choisi pour écrire l'équilibre en ce nœud-là, on l'a choisi en disant que le déplacement était différent de 0 uniquement pour le nœud 2, et pour tous les autres nœuds, en l'occurrence ici il n'y avait qu'un autre, le déplacement était égal à 0. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte qu'on est capable d'écrire donc autant d'équations d'équilibre que de degrés de liberté. Si on avait 2 degrés de liberté, on a 2 équations d'équilibre, et en résolvant ces 2 équations-là, on peut calculer U1 et U2. Okay? Et quand on connaît U1 et U2, et seulement à ce moment-là, okay, donc retenez déjà, dans la méthode des déplacements, elle s'appelle déplacement, pourquoi? Parce que d'abord on va calculer les déplacements, et seulement une fois qu'on aura calculé les déplacements, alors on pourra calculer les efforts intérieurs. Okay? C'est pareil dans la méthode des éléments finis. En tout cas, on va vous parler beaucoup d'éléments finis qu'on appelle des éléments finis cinématiques. Ça veut dire qu'ils se basent d'abord sur des déplacements avant de calculer des efforts. Alors bon, ceci c'est un petit schéma rendu libre pour vous montrer qu'on peut vérifier cet équilibre, mais je viens de le faire sur base de la connaissance du diagramme des moments dans la structure qu'on a calculée parce qu'elle était isostatique. D'accord? Donc cette partie-là, je pourrais la passer très rapidement, mais regardez simplement qu'on a calculé un KU1
dans le premier élément parce on connaissait son déplacement qui valait U1. On a calculé un K U2 moins U1 qui est l'effort dans la deuxième barre parce qu'on connaît le déplacement relatif U2 moins U1, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Et en écrivant les équilibres par-ci, par-là, on se rend compte en fait que égaler les diagrammes d'effort comme je l'ai fait là-bas sur la partie gauche de la dia revient exactement à faire le bilan des efforts qui s'appliquent sur chacun des nœuds. Si je fais le bilan des efforts qui s'appliquent sur ce nœud-là et des efforts qui s'appliquent sur ce nœud-là, j'obtiens exactement la même chose que mes équations d'équilibre. OK? Et donc c'est ça qu'on voudrait faire, c'est écrire l'équilibre des structures dans la méthode des déplacements. Alors on va le voir d'une manière un tout petit peu différente encore. Et ce qu'on va faire ici, je vais déjà vous préparer, je sais que vous êtes très fort en programmation et vous êtes très fort en algorithmique. On va se préparer, oui je le sais, c'est pas une blague, vous pouvez en être fier, vous êtes en moyenne plus fort que ce qu'on peut voir ailleurs. On va essayer de se préparer une programmation algorithmique. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer une boucle sur tous les éléments qui composent la structure. D'accord? Donc je vais boucler d'abord sur tous les DDL, et puis après je vais boucler sur tous les éléments qui composent la structure. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par imposer un déplacement unitaire au niveau du premier degré de liberté uniquement. D'accord? Donc je suis dans la première ligne. Ce sont les deux illustrations du dessus. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'impose un déplacement unitaire uniquement au degré liberté 1? C'était le champ virtuel, le premier champ virtuel que j'ai regardé tout à l'heure. Et je vois que le ressort 1, lui, il s'allonge d'une certaine quantité, et le ressort 2, lui, il se comprime d'une certaine quantité. Et alors, pour allonger le ressort numéro 1, qu'est-ce que je dois faire? Bien, pour allonger le ressort numéro 1, en réalité, et pour imposer un déplacement unitaire, je dois tirer avec une force verticale vers le bas qui vaut une certaine quantité. Je l'appelle ici K11. K11 signifie l'effort, vous voyez, K11 de 1, l'effort nécessaire pour bouger le degré de liberté 1 à ce degré de liberté-là et dans l'élément numéro 1. Ah, pardon, merci. D'accord, donc c'est l'effort qui est nécessaire pour faire bouger le degré de liberté. Donc la structure est encastrée là-bas. On a le premier degré de liberté ici. Je tire au premier degré de liberté. Je voudrais avoir un déplacement unitaire à ce degré de liberté-là. Et je sais que je m'intéresse uniquement au premier élément. Donc ça, c'est K11, 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder aussi K11, 2. Et K11, 2, c'est quoi? Je regarde maintenant le deuxième élément. Lui, il est bloqué en dessous parce qu'on a décidé que le déplacement de ce deuxième degré de liberté, il était nul, pendant que le premier valait 1. Et en réalité, pour bouger ce nœud-là d'une quantité unitaire vers le bas, je dois imposer, à cause de l'élément 2, ok, à cause de l'élément 2, je dois imposer un effort qui vaut une certaine quantité, et qui est une quantité que j'ai écrite K11, Combien vaut-elle? Cette quantité-là, elle vaut K. Elle est positive également parce que c'est une quantité qui doit aller vers le bas. Donc, si je regarde l'effort sur le nœud, c'est une quantité qui va vers le bas, exactement comme dans l'autre sens. Par contre, le K212, c'est quoi? C'est l'effort que je vais devoir appliquer au degré de liberté numéro 2 lorsque je déplace le degré de liberté numéro 1 d'une quantité unitaire. Okay? À cause de l'élément 2, entre parenthèses, au-dessus. Et ça, c'est quoi? C'est un effort vertical qui va vers le haut. Pour quelle raison? Parce que si je suis en train de descendre l'extrémité supérieure du ressort, l'extrémité inférieure, elle a envie de descendre aussi. Si je l'empêche de descendre, je suis obligé d'appliquer un effort vertical vers le haut. Okay, je vais compter ce qui est positivement uniquement ici vers le bas pour le moment, dans cet exemple introductif. Donc je compte tout ce qui est positif vers le bas. Donc je vais avoir K212 est égal en réalité à moins K. Okay? Moins K fois 1, la raideur du ressort fois le déplacement relatif qui est égal à 1. Et ça, on peut le faire en fait pour le deuxième degré de liberté aussi. Si je fais ça pour le deuxième degré de liberté, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-ci, je vais avoir quoi? Je vais avoir que je déplace le deuxième degré de liberté d'une quantité unitaire. Voilà, ici. Et je me tracasse à l'effort qui est nécessaire pour maintenir ce nœud-là en place à cause de l'élément 1. L'élément 1, qu'est-ce qu'il subit ici? Il subit rien du tout comme élongation.
Donc l'effort qui est nécessaire, il vaut 0. Donc si vous voulez, là j'aurais pu écrire, je ne l'ai pas écrit, mais si vous voulez compléter les liens, j'aurais pu écrire K indice 1, 2, exposant 1 en parenthèse, pour dire que l'effort au degré de liberté 1, quand je déplace le degré de liberté 2 d'une quantité unitaire, à cause du premier élément, est égal à 0. Ok, je fais la même opération pour le deuxième élément, donc j'impose un déplacement unitaire, toujours c'est le même déplacement unitaire du DDL2, mais qu'est-ce que je vois pour le deuxième élément? Il n'y a que celui-là que je suis en train de considérer ici, et je vois que pour pouvoir imposer un déplacement unitaire du DDL2, ben je dois, à cet endroit-là, je dois imposer une force qui vaut K fois 1 vers le bas, d'accord? Donc K 2, 2, 2 est égal à K, mais par contre, au nœud supérieur, donc au nœud 1, ben si je veux imposer un déplacement unitaire au degré liberté 2, le DDL1, si je veux le maintenir en place, je suis obligé d'appliquer un effort vertical vers le haut, qui vaut K fois 1. D'accord? Donc le K 1, 2, 2, il vaut moins K, parce qu'il va vers le haut, et j'ai décidé de compter tout positivement vers le bas. Ok? Donc ça veut dire que dans cette structure qui est représentée de cette manière-là, avec tous les efforts qui sont les efforts appliqués au nœud quand on impose les déplacements U1 et U2, bien on se rend compte que quoi? Ben on se rend compte que pour observer vraiment un déplacement U1 et pour observer un déplacement U2, ben il faut en fait qu'au niveau du nœud 1, on impose un effort qui vaut K11 dû à l'élément 1 plus K11 dû à l'élément 2. Ce sont des efforts qui sont appliqués au même nœud. D'accord? Donc je les ajoute, fois U1, et K21 fois U2, ok, c'est un effort appliqué au nœud 1 sous l'effet d'un déplacement unitaire au nœud 2 et qui provient de l'élément 1. Donc lui, il est là. Pardon, il est... Hop, hop, hop. K21 de U2, ah bah en fait c'est celui qui est nul, dont on a parlé tout à l'heure. Donc lui, il disparaît. Et ça, en fait, c'est quoi? Cet effort-là, cette somme des efforts qu'on doit appliquer au nœud pour pouvoir imposer la cinématique, donc c'est-à-dire les déplacements U1 et U2 qu'on veut voir, en réalité, doit être égal à l'effort F1 qui est appliqué à ce nœud-là. J'ai écrit l'équilibre du nœud, comme je viens de le faire juste avant, dans le petit exemple précédent. Et pareil pour l'autre nœud. Donc l'équilibre du nœud 2 nous dit quoi? Que K12 au nœud 2, enfin K12 dû à l'élément 2 fois U1, plus K22 dû à l'élément 2 fois U2, doit absolument être égal à F2. Ok, donc c'est une manière de réécrire les équations, si vous voulez, différemment, ou de les présenter différemment, avec une pensée, je dirais, un peu plus algorithmique. Et en faisant ça, on obtient quoi? On obtient les équations d'équilibre qui nous disent simplement que 2K, pourquoi? Parce que les termes entre crochets valent chacun K là-bas à gauche. Donc 2K U1 moins K U2 est égal à F1, et moins K U1 plus K U2 est égal à F2. Et ça, c'est quoi? C'est un système de deux équations à deux inconnues qui vont nous donner U1 et U2. C'est exactement le même système d'équations que le système d'équations qu'on avait écrit ici. Vous voyez que si on écrit ça différemment, si je regroupe les termes dans l'équation de gauche, j'ai bien 2KU1 moins KU2 égale F1, etc. etc. Ok? Donc ceci, retenez-le pour le moment, mettez-le momentanément dans le coin de votre esprit, mais vous allez voir que plus tard, quand on écrira l'équilibre des nœuds, c'est exactement ce qu'on va faire. On va boucler sur chacun des degrés de liberté qu'on a identifiés, et ensuite on va boucler sur chacun des éléments. Mais vous verrez que le bouclage ira vraiment très 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 vite, parce qu'on doit regarder que les éléments qui sont connectés au degré de liberté qu'on est en train de bouger. Exemple, vous voyez par exemple que là en bas à gauche, on n'a rien eu à faire. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien eu à faire? Parce qu'on était en train de regarder, donc la barre est encastrée, DDL1, première barre, deuxième barre DDL2, on a déplacé le degré de liberté d'une quantité unitaire, et on a gardé tous les autres degrés de liberté bloqués. Mais si on garde tous les autres degrés de liberté bloqués, il n'y a pas de raison que la barre 1 qui soit ici intervienne dans le calcul de l'effort qui va avoir lieu au niveau du nœud 2 ou même au niveau du nœud 1. D'accord? Et donc en fait ce bouclage il va être excessivement rapide parce qu'on ne devra boucler en fait que sur chacun des éléments qui est connecté directement au nœud qu'on vient de déplacer d'une quantité unitaire. Ok? Ça, nous, on le fera manuellement. La méthode des éléments finis, grosso modo, elle fait ça de manière automatique. Et c'est ce que beaucoup de logiciels maintenant font sur le marché. Ok, donc ceci, c'est simplement une petite introduction pour vous expliquer que quoi, qu'en déplaçant chaque degré de liberté d'une quantité unitaire et en maintenant tous les autres degrés de liberté fixes, on peut écrire l'équation d'équilibre qui est associée à chacun des degrés de liberté. Exactement comme quand je disais tout à l'heure, la balle dans le fond de la cuvette,
on va la déplacer d'abord d'une quantité dans la direction des x et puis dans la direction des y. C'est pour calculer la coordonnée selon x et puis calculer la coordonnée selon y de l'équilibre. Ok, c'est la même chose ici. Alors, ça c'est un détail. Je passe à l'exemple 2. Je vous demande d'étudier un treillis qui est ce treillis-là. Donc il est composé de 7 barres. Il est symétrique. Il est très certainement un grand nombre de fois hyperstatique. Je dis qu'il est 5 fois hyperstatique ici. On pourrait peut-être utiliser la symétrie pour réduire, mais enfin il est au moins 4 ou 5 fois hyperstatique. Donc c'est-à-dire que si vous vouliez utiliser la méthode des forces, ben, vous devriez utiliser certainement un grand nombre d'inconnus hyperstatiques pour pouvoir résoudre ce problème. Par contre, ce qu'on va faire ici, nous, c'est on va l'analyser, ce treillis-là, on va l'analyser avec une seule inconnue, qu'on va appeler alors une inconnue cinématique. Ce n'est plus une inconnue hyperstatique, c'est une inconnue cinématique. Ça va, monsieur Renaud? Tout se passe bien? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette barre-là? On pourrait dire que si on connaissait le déplacement U1, admettons momentanément qu'on le connaisse. Okay, on est dans un problème élastique linéaire. Okay, la solution, elle est unique. Admettons qu'on connaisse U1. Mais si on connaît le déplacement vertical U1, quel est l'effort dans la barre qui est juste au-dessus, la barre verticale, qui a une raideur EA sur L? Ben, l'effort vaut EA sur L fois U1. D'accord? Je note cet effort-là, je l'appelle K4. Okay? Si je connais le déplacement U1, est-ce que je suis capable de calculer l'effort dans chacune des autres barres? Bien sûr, je suis capable de le faire. Okay? C'est simplement de la statique de base. Si je vous dis je prends une barre de treillis, elle est fixée à l'extrémité supérieure et je déplace son extrémité inférieure d'une quantité U1, elle va s'allonger, donc on est capable de déterminer l'effort dans cette barre-là. Okay? C'est du détail, on verra ça la semaine prochaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de ces coefficients-là, mais on peut les calculer. Et la valeur de ce coefficient-là, je l'appelle K3, K2 et K1 pour la dernière. Et donc en fait, ce sont des valeurs, ces coefficients-là, ce sont des valeurs qui vont nous dire que si l'effort est unitaire, donc au niveau du déplacement vertical, on connaît la valeur de l'effort dans la barre. Donc si l'effort n'est pas unitaire mais qui vaut U1, l'effort dans la barre, ben, c'est K1U1, K1U1, K2U1, K3U1, K4U1, etc., etc. Et la somme vectorielle de tous ces efforts-là doit être égale à quoi? Ben, doit être égale à F, puisque F, c'est l'effort qui est appliqué au niveau du nœud inférieur. D'accord? Donc, la somme des K11 dû à la barre 1, plus K11 dû à la barre 2, plus K11 dû à la barre 3, etc., jusqu'à K11 dû à la barre 7, multiplié par le déplacement U1 qui a priori est inconnu, doit être égal à F. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai écrit une équation de compatibilité? Non. Je n'ai pas écrit une équation de compatibilité, j'ai écrit simplement une équation d'équilibre. C'est comme si j'avais coupé autour du nœud, et que j'étais en train de me focaliser uniquement sur le nœud, et je dis qu'au niveau du nœud, l'effort vertical F vers le bas doit être compensé directement par les efforts qui viennent de chacune des barres. Ok, là on comprend bien, la raideur rappelle l'effort, je le rappelle, mais vous le savez bien. Là on comprend bien qu'on a un intérêt, dans une structure qui est fortement hyperstatique, on a intérêt à utiliser une autre méthode que la méthode des forces. Et c'est là qu'est née en fait la méthode des déplacements, parce qu'elle permet de traiter avec beaucoup moins d'inconnus, à la main, ok, c'est comme ça qu'elle est née, après les éléments finis sont arrivés, mais au début, à la main, on a pu attaquer l'analyse de structures qui sont fortement hyperstatiques avec juste quelques degrés de liberté, et c'est excessivement rapide. Ok, pas de questions jusque-là? Alors, je donne un exemple supplémentaire. On devra faire une pause, hein, sinon ce sera un peu trop long. Je propose de faire une petite pause maintenant, juste 5 minutes maximum. Vous respirez, et puis je donne les exemples supplémentaires.